Vous croyez connaître le mythe de Michael Jordan et Nike? Eh bien c'est... Yo yo yo, c'est le M. Aujourd'hui on se retrouve pour les classiques expliqués épisode 2. Donc j'avais fait le premier épisode sur la Air Force One, aujourd'hui on va s'attaquer à la Air Jordan 1. Et ce sera en deux parties parce que l'histoire est juste folle. Elle est trop longue en fait, elle est trop longue, j'ai pas réussi à la couper tellement c'était incroyable. Donc c'est parti, babanks. En 1984, Michael Jordan sort de l'université de North Carolina et se dirige tout droit vers la NBA. Mais avant ça il doit choisir son équipementier. Comment va-t-il choisir? Faut savoir qu'il portait des Converse, non pas parce qu'il aimait ça, mais parce que son entraîneur Dean Smith l'obligeait. Pourquoi? Il s'avère que à la NCAA, il était interdit de rémunérer les athlètes étudiants. C'est pourquoi Converse avait trouvé une petite technique. Ils avaient un contrat avec l'entraîneur, donc il lui reversait des royalties, et en échange, il y avait une petite clause comme quoi tous les joueurs devaient porter des Converse. C'est pourquoi Michael Jordan a commencé avec des Converse. Mais David Falk, qui était l'agent de Michael Jordan, posa la question à Jordan pour savoir quel paire il préférait, et Jordan a répondu quoi? Il a répondu Adidas. Pourquoi? Parce que les paires étaient plus près du sol, d'après lui. Bon, même si Jordan il passait pas trop de temps au sol, hein, plutôt en l'air, on va pas se mentir, le petit bug. Le problème, c'est qu'il y avait un mauvais timing. À l'époque, Adidas venait de perdre son patron 6 ans avant, donc Adolf Dassler, et c'est le fils qui avait repris les rênes, sauf qu'il y a eu beaucoup de différends pour la succession. Le tonton du fils avait quitté Adidas pour former quoi? Pour former Puma. T'es chez Adidas, dans la famille Dassler, t'as un mec qui a fait Adidas et t'as un mec qui a fait Puma. Moi j'ai le bac, c'est sympa aussi, hein, c'est sympa. Adidas, à l'époque, ils n'étaient pas tournés vers le basket parce que d'après eux, les gens avaient du mal à s'identifier aux basketteurs parce que les basketteurs, ils font 2 mètres, ils ont des pieds gros, c'est des bateaux, ils pensaient que ça allait pas marcher. Mais ils écoutaient quand même les représentants de Michael Jordan, voilà, ils l'avaient en tête, mais ils n'ont jamais formulé une offre concrète ou ils l'ont jamais invité à la table pour parler d'équipementier, pour lui fournir de nouveaux équipements. Il faut savoir que les premiers à rencontrer Michael Jordan, c'était Converse. Donc Jordan avait déjà l'habitude de jouer avec des Converse. Comment ça s'est passé la réunion? Converse ont mis sur la table le fait qu'ils seraient traités à l'égal des plus grandes stars, vu que Converse sponsorisait les plus grandes stars comme Magic, Bird ou Dr. J, et qu'ils avaient un gros slogan We Are Basketball, donc ils étaient déjà très implantés. Mais Jordan, il a posé 2 questions. Il a demandé comment je serais traité vis-à-vis des autres. Ils ont répondu que Jordan serait traité à l'égal de toutes ces stars, au niveau de la communication, au niveau financier, au niveau sportif, avec un contrat c'était de 100 000 $, voilà, 100 000 $ par an pendant 5 ans. Et il a posé une deuxième question qui était terrible. Il a demandé à Converse ce qu'ils avaient prévu dans le futur pour des innovations technologiques. Converse, ils ont répondu quoi? Ils ont répondu on n'a rien prévu. Genre on compte pas améliorer nos paires pour l'instant. Et je pense que c'était une grosse erreur de la part de Converse qui a déçu Michael Jordan. On peut se le dire, Jordan était un peu déçu. C'était la déception. Pour lui, il voulait pas être l'égal des autres superstars, il voulait plus. Il voulait toujours plus. Il voulait quelque chose de personnel, il voulait quelque chose d'unique qui montre que c'était le patron, le seul et unique. Donc Converse le déçoit, Adidas se positionne pas vraiment, et donc qui est-ce qui rentre en jeu? Et là vous allez tous me dire, eh ben non, c'est Spot Bilt. Alors vous allez me dire c'est qui Spot Bilt? Franchement, personne connaît, même moi je connaissais pas avant, et ils ont failli rafler Jordan à Nike. Ils ont failli, c'était à 2 doigts, vous allez voir ça, je vais vous expliquer. Spot Bilt, c'était une petite marque de chaussures, petite, présidée par John Fisher, mais surtout, elle était connue grâce au vice-président qui était O.J. Simpson, c'était une superstar du football américain. Bon après il a été condamné pour crime, donc comme quoi la richesse ça fait pas tout, hein, on va pas se mentir. Leur but c'était de rafler Jordan. Ils l'avaient déjà repéré pendant son cursus universitaire et ils se sont présentés de manière assez sereine parce qu'ils avaient réussi à décrocher un contrat avec l'ancienne agence publicitaire de Nike, donc c'était plutôt du lourd, et ils ont offert ce que voulait Jordan, c'est-à-dire le fait qu'il soit une superstar, qu'il soit l'égérie, le seul modèle de l'enseigne, et donc cette offre a été transmise à Jordan, bien entendu, parce que c'était un peu pas mal. D'ailleurs si vous voulez faire de moi votre égérie, n'hésitez pas. Pendant ce temps, l'agent de Jordan avait déjà tâté le terrain avec Nike, le sang de la veine de l'artère, grâce à son ami Rob Strasser qui s'occupait des partenariats de la marque aux souches. Mais l'acteur majeur de ce processus, ce sera un petit mafieux qu'on appelle Sonny Vaccaro. Alors qui c'est Sonny Vaccaro? C'est un fils d'immigrés italiens qui était connu pour avoir le plus grand réseau universitaire possible. En effet, il avait créé l'ancêtre du McDonald's All American,
qui était le Dan Draper Rune Ball Classic. Donc en fait c'était un All-Star Game qui réunit tous les meilleurs universitaires et où les coachs viennent pour essayer de trouver des petites pépites et recruter les nouveaux talents. Vaccaro, il avait pris l'initiative de contacter Nike pour leur proposer une nouvelle idée qui était de fournir des contrats aux entraîneurs avec une clause qui recevait des paires gratuites pour leurs joueurs. Ça vous rappelle rien? Eh oui, Converse vous avez copié, c'est pas bien. Après aujourd'hui on sait que Converse a été racheté par Nike, donc à tout moment ils étaient déjà en collaboration à l'époque, il y a un petit complot, on le savait pas, et ça ce serait complètement fou en fait. Ouais, ce serait fou. Allez pas vous imaginer des trucs non plus, hein. C'est juste, voilà. On sait jamais. Grâce à cette idée, on peut dire un peu de génie, Vaccaro il était enfin écouté chez Nike. Il s'est trouvé qu'un jour il y a eu une réunion chez Nike pour savoir comment ils allaient opérer vis-à-vis de la draft de NBA de 1984. Alors qu'est-ce qu'une draft? C'est quand les joueurs universitaires sortent de l'université et ils sont choisis pour intégrer des équipes professionnelles en NBA. Et donc à la base, Nike voulait 3 joueurs. Il voulait 3 joueurs, Olajuwon, Barkley et Stockton. Et là, Vaccaro il est arrivé, il a dit quoi? Non. On vire les 3 joueurs, on met tout sur Jordan. On prend tous nos sous, on met tout sur Jordan. On va créer une paire signature et on va faire un marketing révolutionnaire. Ça s'est vraiment passé comme ça. Et Phil Knight, donc l'un des créateurs de Nike, il a dit ok, on te suit, voilà. Il est arrivé sur la table, hop, il a posé, c'est mignon. Nous on avait 10 balles et on a regardé. Et on était là. Et c'est comme ça que c'est parti, mec. Incroyable. Vaccaro, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle George Raveling. George Raveling, c'était qui? C'était l'assistant coach de l'équipe olympique américaine, donc en 1984, qui était devenu assez proche de Michael Jordan. Et le but, c'était de décrocher un rendez-vous avec Jordan. Ce rendez-vous, il a été décroché, il a été passé dans le restaurant qu'on appelle Tony Roma, c'est quoi cet accent? Mais il y a 2 versions différentes, pas tellement différentes. La première c'est celle de Vaccaro, comme quoi Jordan n'avait pas réellement entendu parler de Nike avant, que ses premières minutes de speech ont fait la différence pour signer ce contrat. Et après t'as celle de l'agent de Jordan qui dit que Vaccaro n'a pas été si important que ça, c'était plutôt Rob Strasser et Knight qui ont fait la différence. Voilà, après chacun veut dire j'ai signé le plus gros contrat de l'histoire, mais bon, à prendre avec des pincettes, hein, on reste zen, on reste souple. Pour Nike c'était devenu capital de signer Jordan parce que c'était la première année où ils connaissaient un recul dans leur chiffre d'affaires, donc il fallait faire un gros coup, relancer la machine, tandis que Jordan il en avait marre, lui il en a marre de tous ces rendez-vous, il veut se barrer. Donc il dit à son agent, contacte-moi Adidas, c'est ma marque préférée, je veux travailler avec eux. Folk il fait quoi? Donc son agent fait quoi? Il appelle les parents de Jordan et leur dit il faut convaincre votre fils d'aller au siège de Nike et de signer chez eux. Et grâce aux fameux mots d'une mère, voilà on les connaît tous, ces fameux mots qui font la différence, Jordan s'est traîné tout seul à l'aéroport et il est parti pour le siège de chez Nike. À la descente de l'avion pour accueillir notre Michael Jordan, il y avait 5 personnes. Il y avait Rob Strasser qui s'occupait des partenariats, on avait Howard White qui va devenir le vice-président du marketing sportif chez Jordan Brand, on avait Peter Moore qui a designé la Jordan 1 et la Jordan 2, on avait bien sûr Sonny Vaccaro et Phil Knight. Alors après la présentation globale du projet, Peter montre les croquis à Michael Jordan et Michael Jordan il dit quoi? Il dit que c'était explosé. Il a dit rouge, noir, blanc, les couleurs c'est les couleurs du diable. Nike il se dit ça a coulé là, hein, on l'a vu là. Jordan il a commencé quand même à poser plein de questions sur la technologie etc. Et Peter l'a écouté. C'était la première fois à l'exception de Stan Smith avec Adidas qu'un athlète était consulté pour élaborer une paire. C'est-à-dire que Nike allait faire de l'inédit en créant une paire sur mesure. Tout ça pour Jordan, parce qu'à l'époque, les marques elles envoyaient juste les mêmes paires à tout le monde. C'est pour ça qu'on pouvait se retrouver avec des Larry Bird, des Magic Johnson qui portaient la même paire. C'était pas comme aujourd'hui où tout était personnalisé et fait sur mesure au millimètre près. Jordan il avait obtenu ce qu'il voulait. Il allait être l'acteur principal d'une nouvelle ère, c'est-à-dire de la personnalisation. La réunion elle se termine. Nike tente un dernier truc, c'était chaud. Rob Strasser, il savait que Michael Jordan adorait les voitures de luxe et il lui tend quoi? Il lui tend ses clés. En mode, si tu signes, ma Merco, elle est à toi. Aïe, 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 ça a double tranchant parce que Michael Jordan aurait pu se sentir comme acheté, genre acheté comme une vulgaire saucisse. Non, c'est très bien, c'est le seul exemple que j'ai en tête. Bon voilà, ça a marché, qu'il a été plutôt séduit, mais c'était chaud, ils ont joué avec le feu, mais on peut se dire, ça se vend, ça vend son cul pour des millions. Jordan, come on. Mike, il fait bien comprendre à son agent qu'il veut plus faire de rendez-vous. Nike a placé la barre tellement haute que franchement on se demande comment c'est possible de faire mieux. Donc là il est temps de prendre ses décisions. On se retrouve avec quoi? On se retrouve avec Converse qui a posé 100 000 $ par an sur la table, se mettre au même niveau que les autres superstars, mais il n'y a pas vraiment de progrès au niveau des paires. Adidas on sait pas, Adidas ils sont dans le foot. T'as Jordan qui les tire comme ça, et non, ils disent rien, ils proposent rien. Et en face on se retrouve avec Nike, ouais j'ai pas dit le montant, hein. Nike c'est 500 000. 500 000 $ par an sur 5 ans. Pour se remettre dans le contexte, faut savoir qu'à l'époque le plus gros contrat c'était James Worthy, il avait 150 000 $ pour 8 ans. Nike arrive, il déballe tout et il met 3 fois plus. 3
fois plus. Là, c'est des montants astronomiques. Bon, après, aujourd'hui, c'est encore pire, mais pour l'époque, c'était fou. Et là, on se dit, ouais, 500 000, c'est fou, mais c'est pas tout. Non, c'est pas tout, en fait. Genre, Nike va donner des royalties sur chaque paire qui sont vendues. Donc, sur chaque paire vendue, Jordan, il prend un pourcentage. D'après le média ESPN, ce sera environ 7 millions sur 5 ans. Que du bif, que du bif, que du bif. Vas-y, je devrais vraiment chanter et te faire le con. Là, vous allez me dire, Nike, ils mettent des sous, mais il n'y a pas de conditions. Aïe, 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 mon pote, les conditions qu'il y avait... Ça, c'était sacrées conditions. Sur 3 ans, Michael Jordan devait être Rookie of the Year, All-Star, 20 points minimum en moyenne. Et si c'était pas rempli, si les 3 n'étaient pas remplis, Nike se réservait le droit de diminuer le contrat de 2 ans. Donc diminuer la période de 2 ans. C'est quand même chaud, hein. Mais bon, après, bon là, on sait tous que Michael Jordan a détruit les parquets. L'agent de Jordan, David Falk, il demande qu'est-ce qui allait se passer si on remplissait pas les conditions, mais si on vendait des paires. Nike, ils ont dit, si tu arrives à nous vendre 4 millions de paires sur 3 ans, on peut faire sauter 2 conditions. Donc faut remplir une condition et 24 millions de paires. Ouais, ça rigolait zéro, mec, ça rigole zéro chez Nike. C'était un délire, Ils posent des sous, mais ils posent des conditions de bâtard. Pour finir, on a quoi? Une dernière offre du fameux Spot Built. Donc Spot Built, il tente le tout pour le tout. Il savait que c'était difficile de rivaliser avec Nike. Forcément, Nike, c'était la folie. Et le problème, c'était aussi au niveau de la fabrication. C'est-à-dire que Spot Built fabriqué en Amérique, donc ça coûtait un peu plus cher, alors que Nike fabriquait en Asie, donc déjà, ils avaient des réductions de coûts. Donc c'était plus facile de mettre des sous sur les contrats, sur la communication, sur la publicité, sans impacter le budget. Qu'est-ce qu'ils font, Spot Built? Ils font une offre à 500 000 $ par an. 500 000 $, autant que Nike. Sauf que Spot Built ne savait pas que Nike avait fait 500 000. Dans leur tête, ils se disaient, ouais, c'est moins, forcément, Nike, ils sont trop forts. Et ils ont fait autant. Gros dilemme, gros dilemme. Mais en tant que bon conseiller, donc l'agent de Michael Jordan, David Falk, lui dit, c'est intéressant, mais ça vaut pas le coup. Parce que Nike allait injecter 1 million, un putain de million dans la communication et dans la publicité autour de la Air Jordan 1 pendant les 6 mois du lancement. Et c'est comme ça que Spot Built a un peu été écarté de la touche. Bon, on se retrouve avec Converse qui fait une offre un peu ridicule, on va pas se mentir. Spot Built qui arrive à titiller Nike, mais c'est encore compliqué, et donc on se dit Nike est vainqueur. Jordan, il fait quoi? Jordan, il va chez Adidas, il leur dit, vous m'offrez la même chose que Nike, je signe chez vous. Et Adidas, ils n'ont pas répondu. Ils l'ont ghosté. Ouais, ils ont rien dit. Ils doivent s'en mordre les doigts. C'était le contrat à avoir, tu vois. C'est Jordan, tout le monde connaît Jordan. C'est la révolution, tu vois. Comme vous l'avez deviné, Nike remporte le jeu. Nike remporte toujours le jeu. Et Spot Built, que personne connaît, finit sur la 2e place. Ouais, il finit sur la 2e place, je vous l'avais dit, c'est fou. Et ESPN, ils avaient demandé à Fisher, le fondateur, qu'est-ce qui serait passé si Jordan avait signé chez Spot Built. Il a dit que ça aurait été un échec parce qu'il n'aurait pas été capable de répondre à la demande, en fait. Il y a eu un engouement tel que ça a explosé qu'il n'aurait pas été capable de le faire. Donc Jordan finit chez Nike. Mais est-ce que Nike a vraiment payé 5000 $ chaque match pour que Jordan puisse porter donc cette fameuse Air Jordan 1 qui avait été interdite par la NBA? Et bien la suite au prochain épisode. Allez, ciao! Pouce bleu, abonne-toi, active la cloche, viens me follow sur les réseaux. Et fais la go qui connaît pas Charo. Vas-y, allez, c'est bon. Yeah. Baby girl, you're so damn fine, no. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamin.